pas si vous connaissez ces structures-là. Donc je travaille effectivement sur la coopération transfrontalière mauritanienne, bien sûr, que vous interpellez peut-être avec une pointe de provocation en sachant que vous avez besoin de savoir quelles sont les perspectives qui s'offrent aux Mauritaniens qui sont à l'étranger, en sachant que moi-même je suis là, enfin, qui s'offrent aux Mauritaniens qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient rentrer après avoir fait leur formation. Et je vous parle moi-même de France où je travaille. Mais avant d'aller plus loin, comme je suis arrivé en retard, je vais vous présenter mes excuses. Parce qu'il y a des impératifs à gérer aussi quand on vit en famille ici en France. Ce n'est pas évident. Je vous souhaite de vivre ces joies-là un jour. Et je ne sais pas si vous avez fait adresser un mot ou une pensée à toutes les personnes qui peuvent être aussi associées ou liées au 28 novembre, notamment à ces 4 millions de Mauritaniens qui vivent donc l'anniversaire de l'indépendance, 55e. On s'en félicite d'avoir accédé à la souveraineté internationale depuis 55 ans. Et puis je ne peux m'empêcher de penser à... Je lis ce livre-là depuis quelques jours, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu. C'est Carnet de Guantanamo, écrit par Mohamed Ould-Slahi, qui a été justement envoyé à Guantanamo, enfin en Jordanie d'abord, avant Guantanamo, le 28 novembre. Donc, pour avoir lu ça et pour avoir frissonné, tremblé, avec les mots forts qu'il a envoyés, il parle de trahison de la part de son pays, c'était en 2001, qu'il a envoyé à une puissance étrangère plutôt que de le protéger, le jour de l'indépendance. Il a envoyé ce clin d'œil-là pour expliquer en quoi la situation était cocasse, inattendue et quasiment improbable pour un ressortissant d'une autre puissance. Je pense aussi à ce qui est arrivé en 90, vous le savez sans doute, pour ces personnes-là qui ont été pendues à Inal pour des raisons que vous connaissez sans doute. Donc, pensez pieuse à ces personnes-là. Notamment, naturellement, le 28 novembre reste l'anniversaire de l'indépendance. Alors, un petit rappel, alors tout ce qui est politique, si on peut éviter, ce serait bien. C'est sans prise de position politique, absolument. Et je crois que j'en avais discuté avec les organisateurs avant. Donc, voilà. Cela étant, je vois mal comment je vais parler des perspectives qui s'offrent, Madame la modératrice, des perspectives qui s'offrent à vous en Mauritanie, sans parler de l'atmosphère, de la politique, des conditions qui seront préparées par le pays pour éventuellement ceux de ces enfants qui souhaitent retourner. En fait, vous êtes aujourd'hui confrontés à une situation à laquelle plusieurs autres générations avant vous ont été confrontées, à savoir, après avoir été envoyés à l'étranger par votre pays pour vous former, vous bonifier, devenir meilleur, et à la fin, est-ce qu'il faut rentrer pour rendre à votre pays quelque chose, ou est-ce qu'il faut sécuriser votre parcours, entre guillemets, en restant à l'étranger? Pour certains d'entre vous, c'est l'État qui avait pris cette décision-là de vous envoyer à l'étranger. Vous avez été boursier probablement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je suis venu ici, j'étais boursier de l'État mauritanien, ce qui rend la situation plus cruelle encore. Et pour d'autres, c'est la famille qui a estimé que pour être bien, pour se donner les meilleures chances pour se développer et venir aider le pays demain, il valait mieux que ce soit ailleurs. Bon, toujours est-il que vous soyez dans l'un ou l'autre des cas, vous êtes allé à l'étranger vous former, vous avez fini, et maintenant, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Bon, après, vous allez entendre plusieurs voix qui vont se battre, vraiment venir cogner sur les portes de vos oreilles. Ne rentrez pas parce que ça ne va pas être brillant si vous rentrez en Mauritanie. Et d'autres voient, non, vous ne pouvez pas faire ça à votre pays, il y a tout à faire, il faut y aller, il y a tout un pays à construire, il y a toute une famille qui vous attend. Il y a une autre voix qui va vous dire, en vérité, il n'y a que vos proches qui vous attendent en Mauritanie si vous rentrez, que ce pays en vérité n'est pas en chantier, il n'est pas en construction. Cette voix va vous rappeler que même certains de vos proches souhaiteraient que vous restiez là où vous êtes formé et où on connaît la valeur du savoir, du mérite et de l'expérience. Et ces deux voix-là vont hurler tellement que vous n'entendez plus rien d'autre et vous n'arrivez pas à prendre une décision dans la sérénité. Je
crois que moi ça m'est arrivé, je suis sûr que c'est arrivé à la plupart d'entre vous ici. C'est probablement pour cela d'ailleurs que vous êtes adressé à moi. Moi je vais vous répondre qu'en toute vérité, vous avez tous les éléments qui vont vous aider à faire votre choix. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous apprendre quoi que ce soit ici que vous ne sachiez déjà. Vous ne vous adressez à moi en vérité que pour être conforté dans votre décision et m'entendre répéter ce que vous savez déjà. Première situation, vous avez l'âme d'un touriste, mais vous détestez, vous abhorrez les surprises. Vous n'aimez pas les surprises. Vous n'aimez pas prendre de risques. Vous savez que ce qui vous attend à Mauritanie relève de l'incertitude. Vous savez qu'il n'y a pas une vraie culture entrepreneuriale et que l'État est encore embryonnaire et en construction. Vous avez peur qu'une fois sur place, vous ne vous fassiez comprendre qu'en fait vous avez été envoyé vous former, mais qu'en vérité cela n'engageait pas le pays envers vous et qu'il n'est pas dans l'obligation de vous trouver un emploi à votre tour. Vous aimez vraiment les choses carrées, bien organisées, bien précises, avec une administration qui fonctionne comme il faut, avec des règles fixes et claires, valables pour tous. Le mieux que j'ai à vous conseiller si vous êtes dans cette situation-là, c'est de rester à l'étranger. Si vraiment c'est ce que vous imaginez, vous n'allez pas perdre votre temps à chercher à aller en Mauritanie. Si c'est la conception que vous avez de votre retour en Mauritanie. Bien, vous êtes sûr, en restant à l'étranger, de trouver le moyen de gagner honnêtement votre vie, si vous montrez que vous êtes le mieux placé pour faire le travail qui doit être fait. Vous y vivrez sans avoir à faire de courbettes à qui que ce soit, ni à faire plus que ce que stipule votre contrat. On vous demande de faire tel travail, vous ferez votre travail, vous aurez votre salaire, votre week-end est à vous, sauf si vous avez envie d'y aller. Vous n'avez pas besoin d'aller bien traiter la belle-mère de je ne sais quel patron pour être bien vu, pour bien vous en sortir. Mais comme vous allez évoluer dans un environnement culturel, religieux, sociologique et humain qui est différent de celui dans lequel vous avez grandi, juste pour pouvoir, moi, ce à quoi je suis confronté, envoyer mes enfants étudier le Coran, parler l'arabe, parler 4 ou 5 langues comme moi je le fais, je parle toutes les langues de Mauritanie. Je sais qu'ici, non. Et quand je vous dis que je parle toutes les langues de Mauritanie, je les parle toutes. Vraiment, couramment, je pourrais faire n'importe quelle discussion dans n'importe la... Pardon? Moi je dirais des dialectes. Excusez-moi pour l'intervention. Oui. Chacun sa version. La Wolof et tout ça, c'est des dialectes. Alors, Oui, ça c'est dans la construction, mais je te parle de manière globale. d'accord, donc on va, si vous voulez, on fait un petit rappel. Alors, la langue nationale, l'arabe. C'est juste un point, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste une petite précision Chacun sa culturelle. vision des choses. Il y a pas, non, mais après, il y a une constitution où tout est clair. Donc, je disais, tranquillement, c'est juste donc l'arabe, langue nationale, la langue de travail qui est utilisée couramment le français, c'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, on a les 4 langues, parce qu'il y a la langue nationale et il y a aussi les langues, entre guillemets, je ne sais pas comment c'était qualifié. Certains vont dire que c'est des dialectes de Dieu, c'est des langues vernaculaires, c'est des langues... Mais c'est écrit langue nationale, normalement. En tout cas, il y a 4 langues, le Hassania, le Bref, on va continuer. Donc, c'était juste une précision. Donc, c'est 2 statuts différents. L'arabe et le français ont leur statut de travail et de langue commune, censée être commune. Et ensuite, on a le Hassaniak à la même place que le Poulard, que le Soninké et que le Wolof. Voilà, et après, chacun parle ce qu'il veut, il n'y a pas de problème, c'est la Mauritanie. Donc on continue s'il vous plaît. Une petite précision, pas d'intervention avant, vous aurez l'occasion de prendre la parole. Donc, je disais, vous allez avoir ces frustrations-là parce que vos enfants ne parlent pas ces langues qui sont appelées langues nationales dans la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Je ne peux pas faire moins que la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Langue. Voilà. Et après, on peut rentrer dans le débat sémantique, y compris avec les linguistes. Qu'est-ce qu'on appelle langue, qu'est-ce qu'on appelle langue vernaculaire, qu'est-ce qu'on appelle dialecte, etc. C'est trop technique, je ne vous conseille pas d'entrer dedans. Je ne vous parle pas encore des autres vexations que vous allez pouvoir subir ici en France ou ailleurs, que nous tous nous subissons, surtout par les temps qui courent avec les contrôles, les faciès, les discriminations de toutes sortes, qui existent aussi ici, qu'il ne faut pas se voiler, qu'il ne faut pas cacher, parce qu'elles sont là, ces vexations. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation,
vous êtes un aventurier, un guerrier, vous n'aimez pas qu'on vous apporte un plat prêt. Non seulement vous voulez vous-même cuisiner votre plat, mais vous tenez aussi à aller même chasser le gibier qui va vous servir à faire votre plat. Alors là, effectivement, vous avez votre place en Mauritanie. Parce qu'il y a tout à construire en Mauritanie. Il y a tout à faire en Mauritanie. Vous avez besoin de venir dire que vous avez participé à la construction de quelque chose que vous n'avez pas attendu comme les supporters ou les militants de la 25e heure, que tout soit prêt pour pouvoir dire « Ah bon, ils ont fait la chambre, ils ont tout préparé, donc maintenant je peux venir me coucher. » Non, vous avez envie d'aller galérer avec les gens, avec votre peuple, faire ce qu'il y a à faire, travailler, etc., suer avec eux, pleurer avec eux, rire avec eux. Là, effectivement, vous aviez votre place en Mauritanie. Vous êtes fait pour entrer en Mauritanie, où tout est à construire, donc à faire. Vous allez avoir l'honneur de participer donc à cette aventure-là, qui consiste à bâtir un État. Ce n'est pas rien. Même si personne ne vous attend, personne ne vous attendra, personne ne vous invitera pour dire votre place est là, asseyez-vous là. Vous n'en avez pas besoin d'ailleurs. Vous compterez d'abord pour vous-même, sur vos amis, vos proches. Vous ne chercherez pas forcément dans la fonction publique. Vous allez créer votre propre structure. Alors, les structures, ça peut être quoi? Ça peut être des agences de conseil. Moi, personnellement, j'ai essayé ça. On peut en discuter si vous voulez après. Ça peut être une micro-entreprise de prestations informatiques, BTP, bon, ça sera un peu plus grand, mais ça peut être aussi ça. Une unité de formation diplômante. Il y a de plus en plus d'instituts qui existent en Mauritanie aujourd'hui qui forment dans des filières techniques pointues. Ça existe. Hein. Maintenant, après, c'est à perfectionner, oui, mais ça existe. Vous voulez enseigner dans les universités, dans les écoles, les instituts privés, il y a de la place, ça existe. Le secteur minier aussi, surtout ceux, on est à l'école des mines ici, on peut en parler aussi. Ils organisent d'ailleurs tous les ans une espèce de forum pour voir un peu les compétences qui peuvent exister et qui pourraient être mises à contribution. Mais il ne faut pas aussi là-dessus avoir des espoirs extrêmement grands et finir, comme le dit un adage d'une des communautés chez nous, Sam'am ou Ftar Jrad. Donc il ne faut pas grandir vos espoirs et penser que vous allez rentrer en Mauritanie. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, jeûner 1 an et rompre le jeûne avec un criquet, donc enfin quelque chose de négligeable. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous allez rentrer, être confronté à des situations difficiles. Il vous faudra du courage, de la patience. Les contrats, ça je vous parle d'expérience. Après, peut-être quand on arrivera à la seconde phase, on pourra développer ça. Et le ce que j'ai vécu, moi, je suis rentré en Mauritanie 2 fois quasiment. Je ne vous dirai pas que j'ai fui, mais j'ai quand même gardé un pied là-bas, un pied ici. Après, on n'est pas suicidaire non plus, il faut être réaliste. Les contrats, ça ne tombe pas du ciel, parce que parfois il faut aussi un réseau, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Il faut un réseau. Il faudra prévoir une marge d'autonomie financière au moins pour quelques mois, les 6 premiers mois, parce que la Mauritanie, c'est un pays extraordinaire. Vous ne pouvez pas dire je fais le modeste parce que j'ai mes compétences, j'ai des choses dans la tête. Vous venez chercher un contrat, vous allez quelque part, on va regarder d'ailleurs d'abord la marque de votre voiture, comment vous êtes habillé, est-ce que vous vous en sortez plus ou moins, etc. Mais si vous avez l'air, les apparences comptent, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Vous venez en Mauritanie. En Mauritanie, pire qu'ailleurs, le châssis en Mauritanie, c'est pas rien. Si vous venez, vous faites croire que vous êtes en train de crever de faim et que le monsieur vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi, etc. Non, 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 non. C'est là que vous allez vous faire écraser davantage. Alors, il faut faire comprendre, il faut venir avec les moyens. Genre, moi, j'ai l'ingénierie, je sais faire le travail, et après, je ne viens pas quémander, je viens chercher à faire un travail que je sais faire et je pense être le meilleur pour le faire. Si vous pensez que vous avez besoin de quelque chose pour faire le meilleur travail dont vous avez besoin, je suis la personne dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va venir traficoter avec vous pour avoir quelque chose après les fameux 10% là, je ne suis pas fait pour vous. Alors, naturellement, vous allez me dire, oui, on va se mettre dans le domaine de l'éthique, etc. Et que vous cherchez d'abord l'efficacité, le pragmatisme, le fameux pragmatisme, le réalisme, etc. Très honnêtement, par mon expérience, si vous voulez créer la différence avec ce qui se fait sur place, c'est qu'effectivement, il ne faut pas, d'entrée du jeu, accepter de tremper dans ces choses-là. Ce que vous ne devez pas faire, ce que la loi ne vous impose pas, ne le faites pas. Parce que si c'est pour avoir des gens qui vont faire ce qui se fait là, oui, on va surfacturer, etc. Et après, je vous envoie vos 10%, mais ça,
toute la Mauritanie, quasiment à 80%, ne fait que ça. Donc il n'y a pas de différence, vous venez faire ce qui se fait déjà, et eux, ils ont déjà une avance sur vous, ils savent le faire mieux que vous. Donc, ne vous lancez pas dans ces choses-là, faites votre travail sérieusement et essayez d'être les meilleurs dans votre domaine. Il faudra refuser certaines choses, absolument, qui pourraient être en contradiction avec l'idée que vous faites du travail. Refusez la compromission, les petits arrangements, etc. Si vous vous montrez rigoureux et compétent, vous allez facilement créer la différence dans un environnement qui est dominé par la culture du maslaha et du pas rentrer, n'entrez pas dans cela. Après, quand on développera, je vous dirai ce que mon ministre m'a dit un jour. Alors là, la gifle qui va vous tomber dessus, c'est quand on vous dit adaptez-vous. Là, vous commencez à comprendre que la descente va commencer. Bon, après, vous me dites, vous allez me dire l'état dans tout cela. Alors, je ne vais pas, pour éviter, on va essayer de rester neutre et concret. Moi, je vais vous livrer des résultats d'enquêtes qui ont été menées par des structures qui font autorité au niveau mondial. Alors, ces structures-là, c'est quoi? C'est le BIT, le Bureau international du travail, et c'est le Forum économique mondial, le forum qui se réunit tous les ans à Davos. Vous avez certainement entendu parler des rapports, des derniers rapports qu'ils ont publiés. Si, oui. Donc, il s'agit notamment de l'Africa Competitiveness Report 2050 et du Global Competitiveness Report 2040-2050. C'est produit en collaboration avec la Banque mondiale, la BAD, le Fonds africain de développement, l'OCDE, etc. Et le Forum économique mondial. Donc, ce rapport passe en revue les performances de 144 pays pour évaluer un peu leur compétitivité dans plusieurs secteurs. J'ai moi zoomé sur la Mauritanie, j'ai isolé la Mauritanie. On va prendre juste 3 critères pour ne pas vous assommer de chiffres et d'informations. Le premier critère, c'est celui de la fuite des cerveaux. Ils ont fait une classification de 1 à 7. 1 étant le pays le plus touché par la fuite des cerveaux et 7 étant le pays qui arrive le mieux à gérer ces cerveaux, soit à les inciter à rentrer, soit à aller même les pousser même à ne pas partir, tout simplement. La Mauritanie fait partie des 5 pays africains qui sont les plus touchés par ce fléau. 5, c'est-à-dire sur tous les pays africains, les 5 premiers, la Mauritanie figure parmi eux. Et ceux qui complètent donc cette liste-là, c'est le Burundi, l'Algérie, le Tchad et la Guinée. Les pays les plus performants, les meilleurs, ceux qui arrivent à faire entrer facilement leur cerveau, sont le Rwanda, premier, c'est le premier pays, le Maroc, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas des chiffres qui viennent de moi, c'est une enquête. Le BIT en a produit un autre il y a 2 semaines, qui dit à peu près la même chose. Pour les pays du Maghreb, la Mauritanie est le plus touchée. Il y a RFI d'ailleurs qui a fait une émission là-dessus, il y a un de mes amis médecins qui est intervenu dessus, avec le docteur Ousmane Osmaré, je ne sais pas si vous avez suivi l'élément. Deuxième critère, les pays qui attirent les cerveaux d'autres nationalités. Genre, vous êtes Mauritanien et il y a le Maroc ou le Rwanda qui veut vous avoir. On a le Rwanda qui est placé premier, toujours le Rwanda. C'est pas bizarre parce que Paul Kagame, depuis qu'il est arrivé, il a fait quelque chose, ça vaut ce que ça vaut. A dit, les Rwandais qui sont partout dans le monde, vous avez envie de travailler pour votre pays, vous voulez le développer, venez. Je vous mets dans toutes les conditions que vous voulez. Mais Paul Kagame, c'est Paul Kagame, vous le connaissez. Ne faites pas autre chose. Vous êtes informaticien, vous êtes ingénieur, vous êtes un excellent juriste qui va les aider à négocier les contrats de partage de production dans les meilleures conditions. Venez, il vous donnera les meilleures conditions. Il a créé des espèces de Silicon Valley là-bas. Le Rwanda est quasiment un miracle aujourd'hui. Par contre, ne vous hasardez pas à aller manifester pour une association de ceci ou de cela ou à faire de la politique. Contentez-vous de travailler, il vous mettra dans les meilleures conditions. Ça vaut ce que ça vaut. Après, on a discuté si vous préférez avoir les manifestations. Naturellement, le Rwanda n'est pas fait pour vous. Le Rwanda est avec les Seychelles, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, mais le 4e et le plus surprenant, c'est la Gambie. On se demande, Gambie, oui, effectivement, la Gambie arrive à faire venir des gens. Je ne sais pas pour quelle raison. Probablement parce qu'il y a aussi des institutions qui sont installées là-bas, comme
une autre bizarrerie, la Commission africaine des droits de l'homme, etc. Alors, on a le dernier critère. Alors là, ça va vous parler, ça va vous en faire bondir certains, même s'il ne vous apprendra rien. C'est l'ouverture du marché du travail. Alors, le pays où la parenté, écoutez-moi bien, pour ceux qui ont envie de rentrer, le pays où la parenté et l'amitié comptent plus que la compétence et le professionnalisme, mademoiselle, je n'ai cité aucun pays. Ou madame, pardon, excusez-moi. Donc, pour avoir du travail dans la haute administration, je vais commencer par le dernier pour aller vers le premier. 5e pays, la Libye. Juste avant, l'Algérie. 3e, donc, l'Angola. 2e, le Tchad. And the winner is... Je vais citer personne. Il faut bien qu'on soit premier quelque part. Hein? Il faut s'en féliciter. On est premier au moins. Ne connais pas, franchement. Hein? On est quand même premier. Voilà, on est solidaire, on aide les frères, on aide les membres de la famille, les amis. Bon, franchement, si on ne peut pas faire ça pour des amis, quand même, franchement, faut pas déconner. Il y a quand même des signes encourageants. Franchement, il ne faut pas tout voir en négatif. Il y a des signes encourageants. Il y a 2 ans, moi-même qui vous parle, j'ai été invité par l'ANESP. Vous connaissez l'ANESP ici? L'Agence nationale de suivi et d'exécution des projets, qui est une agence qui a été créée et qui est logée à la présidence de la République, qui avait organisé un forum de compétences mauritaniennes expatriées. Donc moi, j'ai été invité à prendre, on était 200 Mauritaniens de l'étranger à y prendre part. Donc l'initiative est à saluer, c'était une bonne initiative. On a discuté, on a fait pas mal de propositions. Ce que j'ai oublié de vous envoyer, je m'en excuse, c'était les recommandations des rencontres de l'ANESP. Il y avait 26 points, dont le 26e était la création d'un ministère de Mauritaniens de l'étranger. Ils l'ont créé. On l'a demandé il y a 2 ans. Ils l'ont fait. Il faut être franc. Vous n'allez pas me soupçonner d'avoir été tendre avec mademoiselle, madame, vous voulez même me censurer à un moment donné. Donc, quand c'est mauvais, on peut le dire. On ne le dit pas pour détruire, mais on le dit pour que ça soit amélioré. Quand c'est bon aussi, il faut le dire. Quand ils ont décidé de faire ce ministère-là, ils nous ont écrit pour dire vous avez demandé un ministère des Mauritaniens de l'étranger, nous l'avons créé. Donc, au moins, ça veut dire que parfois, ils écoutent ce qu'il leur est dit. Il suffit juste de ne pas se mettre dans la position de dire tout est mauvais, ça ne vaut pas la peine, etc. Mon passeport mauritanien, je n'en ai même pas besoin, ça ne vaut pas la peine. Non, il faut discuter, il faut être patient, il faut être pédagogue, ça finira par arriver. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je ne suis pour rien, ne me lynchez pas, je ne suis pas le responsable. Ils ont fait un annuaire dans lequel ils ont mis les CV de tous les Mauritaniens, des compétences qui étaient à l'étranger. Peut-être que certains d'entre vous ont envoyé leur CV, peut-être pas. Sinon, moi, je vous invite à vous rapprocher de l'ANESP et de leur envoyer vos CV. S'il y a un autre annuaire qui va sortir, s'il y a à adapter, ils vont mettre à jour, ils vont mettre les vôtres. Ils en ont besoin, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas appel à vous. Il y a eu des échanges très intéressants. Nous-mêmes, moi-même, quand il faisait la présentation, il vous a dit que j'appartenais au bureau du collectif des cadres mauritaniens expatriés. Alors, le collectif des cadres mauritaniens expatriés rassemble à peu près 180 Mauritaniens. Ça n'a rien d'officiel, ça n'a rien à voir avec le gouvernement mauritanien. Mahmoud Khan. J'étais avec lui là, il devait venir, il s'en excuse, j'étais avec le bureau de... C'est Mahmoud Khan qui est ambassadeur de l'Union africaine à Khartoum, qui en est le président. Le vice-président, c'est Mohamed Abaoussi Doudjilani, qui était l'inspecteur général d'État sous Cheikh Abdellahi. Moi, je suis le secrétaire à la communication. Il y a Safia Tawan qui est ici, qui travaille dans une société d'assurance, qui est aussi membre du bureau. Donc, on est plusieurs comme ça. Parmi les membres, on a El Kassim Mouane, qui est le directeur du département paix et sécurité de l'Union africaine. On a Ibrahim Etiaou, qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur général adjoint du PNUE, qui est là, donc numéro 2 mondial du PNUE. Donc, il y a vraiment toutes les compétences, enfin, beaucoup de... une large gamme de compétences mauritaniennes dans beaucoup de domaines. Alors, comment dire? Le rapport que nous voulons et que vous, je pense, vous devriez avoir avec la Mauritanie, ce n'est pas de dire donnez-nous des postes, on veut venir. C'est vrai que si vous décidez d'aller en Mauritanie, il va falloir que vous puissiez vivre, c'est normal, vous n'allez pas venir là-bas et faire compter les poteaux.
Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils puissent vous donner des choses de ce que vous allez avoir ici. Et eux, parfois, nous, les rapports qu'ils ont eu avec nous, c'est du genre, vous allez nous raconter des discours, mais aucun d'entre vous ne viendra vous s'installer en Mauritanie. On leur a dit, oui, Allah, ça va être difficile pour nous. Ça va être objectif juste. Vous envoyez votre enfant se soigner là ou votre épouse pour accoucher. Ici, vous êtes couvert, vous payez quasiment rien et vous êtes sûr d'avoir un bon médecin, un bon hôpital. Les enfants vont dans de bonnes écoles sans payer plus que de raison. C'est difficile de dire on bazar de tout ça, on va à l'aventure à Mauritanie. Par contre, ce qu'on leur a dit, c'est nous, des positions où nous nous trouvons, nous pouvons renforcer les équipes mauritaniennes. Vous avez besoin d'aller négocier un contrat, par exemple, avec une entreprise minière canadienne. J'ai dit canadienne comme je l'ai pu dire américaine ou française. C'est pas parce que je pense à une entreprise qui aurait des problèmes avec. Bien, comme on ne parle pas politique, n'est-ce pas, on ne parle pas. Donc, on met à votre disposition des juristes. On a par exemple le premier juriste mauritanien au niveau de la BAD, c'est un membre du CCME qui connaît ces négociations de contrat, va renforcer les équipes mauritaniennes pour dire négociez bien avec ces gens-là parce qu'ils ont accordé des conditions avantageuses à la Guinée. Il ne faut pas que nous, Mauritaniens, nous demandions moins. Voilà ce que nous pouvons faire pour la Mauritanie. Je ne suis pas allé travailler avec la Mauritanie, mais je l'aide comme ça. Attention Mauritanie, vous allez venir au sommet là, du climat, voilà ce qu'il faut négocier, voilà ce qu'il faut demander, parce que le Sénégal va demander ça. Ça, c'est une façon d'aider son pays. Voilà ce qu'on leur a proposé. Cela étant, nous avons rencontré, moi-même je faisais partie de la délégation, sur nos moyens propres, à leur demande. En juillet dernier, nous avons vu le Premier ministre 2 fois. Nous avons vu 6 membres du gouvernement mauritanien pendant une semaine. Nous avons mené une semaine de discussion avec eux pour leur expliquer ce qu'on pourrait éventuellement faire la Mauritanie. Gratuitement. Personne ne prendra un poste en Mauritanie, ils ne peuvent pas. Certains des membres qui sont là peuvent payer 4 ministres en Mauritanie. Ils ne prendront pas le risque d'aller en Mauritanie où tu vas devoir faire plaisir à un tel, sinon tu perds ton poste. On peut en reparler. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Je suis allé en Mauritanie en 2008. J'y suis retourné il y a pas longtemps. Je sais ce que j'ai vécu. Mais le Premier ministre a donné des instructions sur des choses qui devaient se faire pour que l'expertise soit mise gratuitement à la disposition de la Mauritanie. Que la Mauritanie ne paye plus de bureau d'études pour savoir, par exemple, comment faire pour les inondations à Nouakchott. Nous avons fait une étude qui a été pilotée par Ibrahim Etchaou, sous-secrétaire général des Nations Unies, numéro 2 du programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est le numéro 2 mondial de l'environnement. On fait ce rapport-là, on donne. 2 ans après, on arrive, le ministre ne l'a jamais eu. Il y a de quoi décourager. Bon. Mais, après cela, est-ce qu'il faut se décourager? Non. C'est des Mauritaniens qui sont là-bas, comme nous, qui ont pensé, et ça, il faut que vous le sachiez, qui ont pensé qu'il valait peut-être mieux que le ministre n'ait pas ce document ou que le président ne l'ait pas, parce que nous, on va faire quoi? On va se mettre où? Vous allez être confrontés à cela. Il y en a qui vont être là-bas, qui ont été recrutés, souvent les critères qu'on a vus là où on est premier, là. Hein? Vous connaissez bien. Et qui n'ont pas intérêt à ce que vous, qui avez été ingénieur là à l'école des mines de Paris ou qui avez fait un bon diplôme de droit à Assas, que vous veniez leur faire la concurrence. Mais cela ne doit pas vous décourager. C'est votre pays. Pensez que la Mauritanie, c'est comme la maison de votre père. Est-ce que vous allez dire la maison de mon père est en Banco où il n'y a qu'une khaïma, donc je vais la quitter pour aller m'installer dans la maison du voisin là qui est en dur, en béton? Non. Vous allez vous battre pour construire la maison de votre père, pour qu'elle soit une maison en dur, pour qu'elle soit belle comme les autres, pour que les autres viennent dans votre maison paternelle, plutôt que vous partiez. Ils vont mettre une autre candidature, comme vous l'avez dit, de la personne qui ne fait pas l'affaire. Effectivement, il va falloir que mais en Mauritanie, très honnêtement, je vais vous dire, je ne pense pas que ça va se gérer au niveau du ministère. Alors, on a largement dépassé le temps prévu pour cette conférence. On va demander à M. Diagana de conclure. Désolé, on ne pourra pas répondre des questions de la salle. Il va directement conclure.
sachant que, bien sûr, au moment de la dégustation, si vous avez une question précise, vous pouvez aller le voir. Éventuellement, s'il peut donner ses coordonnées, renseigner ses coordonnées pour X ou Y information. On me demande à petit, enfin, par rapport à ceux qui ont eu la bourse, qui ne sont pas rentrés. Ça, c'est la situation la plus difficile. Je suis là-dedans. Moi, quand je suis venu ici, donc j'avais la bourse. Quand j'ai fini, la première chose que je me suis dit, c'est non, tu ne peux pas faire ça. La Mauritanie t'a formé, elle a payé pour te former, elle a payé pour que tu sois ce que tu es. Tu dois rendre ça à la Mauritanie. Il est hors de question que j'élève mon fils jusqu'à ce qu'il commence à avoir le bac et tout le reste là, il commence à être productif et il va donner aux voisins. Non. Donc je suis rentré. Malheureusement, tu rentres, tu attends, on te dit non, 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 vraiment, tu sais, nous on a fait les centres, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On t'a payé tes études. Mais qu'est-ce que tu veux? On te donne encore du travail? Non, il n'y a pas que l'État, il faut te débrouiller, etc. Ah, tu reviens, tu vois que les gens ici ont besoin de toi. Tu travailles avec eux. C'est tout. Donc, effectivement, moi, la première démarche qu'il faut, c'est d'abord essayer de rentrer en Mauritanie, faire connaître votre statut. Vous avez travaillé, vous avez fait votre diplôme, vous êtes rentré. Maintenant, ma conclusion en 2 mots, très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que d'avoir son diplôme et de rentrer avec un diplôme sec. Il faut avoir de l'expérience ici. C'est ce qui va faire la différence par rapport à la Mauritanie. Vous allez avoir la culture du travail ici, l'entreprise, arriver à l'heure au travail, savoir que quand je vais à une mission, je reviens, je dois faire un compte rendu, on doit évaluer mon travail, savoir où j'en étais la semaine dernière et qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution jusque-là et où est-ce que je serai l'année prochaine. Et surtout, qu'est-ce que ce travail-là va devenir dans 2, 3, 4, 5 ans. Qu'il y ait un suivi, que ce ne soit pas, on a posé un acte aujourd'hui, j'ai rendu mon rapport, je l'ai jeté là-bas, où on a construit telle unité de production et après on a oublié. Quels vont être les circuits de distribution? Comment est-ce qu'on va même approvisionner cela? Comment on va faire l'entretien, la maintenance du matériel, etc. Tout cela, ce sont des choses que vous devriez calculer. Ne pas seulement dire, on doit construire un titre, je le fais, il n'y a pas d'études préalables et puis il n'y a pas de suivi derrière. Acquérir l'expérience ici. Par contre, quand vous décidez d'acquérir l'expérience, je pense, moi, d'après mon expérience, si dans les 3 ans, vous n'êtes pas rentré en Mauritanie, il y a de fortes chances que vous restiez en France, définitivement. Merci beaucoup. Veuillez applaudir, s'il vous plaît.